C'est pas possible! Les conditions météo. Elles règnent sur notre monde, apportant la vie, la mort et la destruction. Recule, bon sang. Ça va aller. Oh, c'est pas vrai! Ils sont en train de se noyer. Découvrez des images encore plus fortes et incroyables. Avec des catastrophes naturelles meurtrières. L'un des moments les plus terrifiants de ma vie. Avec des tremblements de terre effrayants. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. J'ai cru que je m'en sortirais pas. J'ai vu un immeuble entier s'effondrer. On aurait dit un film catastrophe. Et des éruptions volcaniques. Ça dépasse mes rêves les plus fous. Découvrez les images filmées par les témoins de ces catastrophes. On va mourir! On peut pas rester là! Éloignez-vous des fenêtres! Éloignez-vous vite! Et leurs histoires défiant la mort. Sur le coup, j'ai vraiment cru qu'elle était morte. J'ai dû jouer les cascadeurs pour me sortir de là au plus vite. Je pensais que j'allais mourir brûlé vif. Nous allons nous retrouver nez à nez avec Dame Nature. C'est dingue, c'est complètement dingue. Et être les témoins privilégiés Attrape ma main! de la puissance des éléments naturels. La montagne allait nous engloutir. Ça vient vers nous! C'est l'enfer ici! C'était terrifiant. Je n'avais jamais rien vécu de pareil de toute ma vie. Mettez-vous à l'abri! Tout de suite! Dans cet épisode, Je crois que la porte vient de s'ouvrir. un ouragan d'une violence rare ravage un chapelet d'îles dans les Caraïbes. C'est absolument dingue. J'étais totalement terrifiée. Je me suis dit que j'allais sans doute mourir. En pleine nature américaine, un cheval à bout de force est secouru dans des conditions spectaculaires. Il savait qu'on était là pour l'aider. Enfin, un éducateur se lance dans une épopée désespérée contre des inondations dantesques pour regagner son orphelinat. Ça a été un moment vraiment terrifiant. Nous sommes en 2017, pendant la saison des cyclones. Au milieu de l'Atlantique se prépare le pire de l'année, le terrible ouragan Irma. Cet ouragan de catégorie 5, la maximale, détient le record de durée absolue. 37 heures de vent à 297 km/h. Oh là là! Ça commence! Ils ont décimé 95% des bâtiments de l'île caribéenne de la Barbade. Oh non! Le 6 septembre, Irma jette son dévolu sur sa voisine, Saint-Martin. Ariana Zaya et Christian Hightower, un couple de plaisanciers originaires de Floride, effectuaient une croisière dans les Caraïbes quand il a dû accoster dans le port de plaisance de l'île suite à une avarie moteur. On se prépare pour l'ouragan. L'ouragan Irma. Oui, Irma. C'est le jour J. C'est aujourd'hui qu'il doit frapper à 8 heures. Au départ, on voulait rester sur le bateau pendant la tempête. Mais la veille, on nous a dit « C'est devenu un catégorie 5. Vous ne pouvez pas rester là. » On va finalement prendre un hôtel pour la nuit. On ne savait pas à quoi s'attendre. Les infos répétaient que ça prenait de l'ampleur et que ça serait violent. Je pense que tous ces bateaux seront plus là demain. On a dû démarcher 5 ou 6 hôtels avant de trouver une place. On était soulagés. On n'allait pas passer la nuit tout seul sur le bateau. Voilà la vue depuis notre chambre. En espérant que ça aille quand même. J'ai essayé de faire un petit nid douillet et sûr dans la salle de bain. On a rassemblé toute l'eau qu'on pouvait, toute la nourriture qu'on avait. On espérait que ça suffirait et que la baignoire et le toit résisteraient.
Tandis qu'Ariana et Christian se terrent dans leur hôtel de Maho Beach, à l'autre bout de la ville, la célèbre vlogueuse brésilienne Lorraine Mavromatis et son mari Davide, étudiants en médecine, se préparent à quitter leur domicile pour un refuge plus sûr. On part de chez nous pour nous mettre à l'abri. C'est pas facile de laisser la maison parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On va se réfugier à l'université le temps que ça passe. L'université avait conseillé à tous les étudiants de venir s'abriter dans ces locaux parce que c'était le bâtiment le plus sûr de l'île, conçu pour encaisser des ouragans de catégorie 5. Il y avait à peu près 1000 étudiants, tous concentrés dans l'amphithéâtre. Tous les étudiants sont là, on est tous ensemble, on s'entraide. C'est comme une famille. On avait de l'eau, des conserves de nourriture. J'avais mon petit coin près de la porte. Je ne voulais pas être trop près des fenêtres au cas où elles éclateraient. Apparemment, le cyclone sera là dans 3 heures. Il devient de plus en plus dangereux. Vers 17 h, le ciel s'est assombri. Il faisait noir. On savait que l'ouragan approchait. Le vent est terrible. C'est effrayant. J'ai trop peur. C'était la première fois qu'un ouragan de catégorie 5 frappait l'île. L'eau n'arrête pas de rentrer, c'est hyper puissant. Toute la nuit, on a entendu le vent se déchaîner. Je n'avais jamais entendu un bruit aussi horrible. En plus, on était entouré de vitres. On voyait tout ce qui se passait. Non, c'est pas vrai. Tout est détruit. Les palmiers volaient dans tous les sens comme des bouts de papier. Tout ce qui était métallique se tordait comme un rien. C'était très angoissant à voir. Je n'avais jamais rien vu de tel de toute ma vie. Quand j'ai senti les murs trembler, je me suis mise à paniquer. C'est effrayant, c'est énorme. Le bruit est insupportable, hyper fort. On dirait un train qui passe. Tout est par terre. J'étais terrifiée. Je me suis dit que j'allais sans doute mourir. À quelques kilomètres de là, dans leur hôtel de Maho Beach, battu par des vents de 320 km/h, Ariana et Christian sont dans le même état d'angoisse. Ça fait vraiment flipper, là. Les bruits de l'extérieur qu'on entend sont hallucinants. Je crois que la porte vient de s'ouvrir. Les heures qu'on a passées dans ces espèces de limbes, dans l'inconnu le plus total, étaient vraiment angoissantes. Dans la tête, c'est comme un tourbillon. On entend des bruits, on sent l'hôtel qui tremble. C'est pas normal pour un bâtiment de trembler. On attend que l'ouragan passe. C'est complètement dingue. L'eau dégoulinait du plafond. Il y avait 10 cm d'eau par terre. Ce n'était pas que de l'eau de pluie. Il y avait aussi de l'eau de mer, de l'eau salée. Tout était couvert de sel. Il y a le plafond qui fuit. L'eau passe par la VMC. On ne savait pas si on allait y passer, si on allait s'en sortir ou si on retrouverait notre bateau. Au revoir, Mischief. Pauvre Mischief. Notre bateau est sans doute perdu. Après 7 heures d'implacables assauts, les deux couples vont connaître un répit salvateur. Tout à coup, ça s'est arrêté. On n'entendait plus rien. Tout le monde se prépare parce qu'on est actuellement dans l'œil du cyclone. Le calme lugubre de l'œil du cyclone actuellement sur l'île indique qu'Irma est à la moitié de son parcours. Pendant le répit, on est sorti. Oh la vache! Punaise! Comme tu dis. C'est grave. C'est absolument dingue. On est resté barricadés toute la nuit. Là, on s'est regardé et on s'est dit, on est fichu. On avait une barre de réseau sur nos portables. Alors on a appelé nos parents pour leur dire adieu. À suivre, Ariana, Christian, Lorraine et Davide découvrent de quels dégâts est capable un ouragan de catégorie 5. Ça a été un des pires moments de ma vie. Non, mais c'est pas vrai. Il n'y a plus rien. Tous mes souvenirs. Tout est détruit ici. Il y a des bateaux partout, dans tous les sens. C'est pas bon du tout. Irma poursuit sa progression à l'ouest, vers Cuba, et fait des vacances de rêve d'un couple britannique un véritable enfer.
On aurait dit qu'un train entrait dans C'était terrible. la chambre. C'était d'une telle violence. Je pense que la porte de la salle de bain était notre seul rempart contre tout ce vent. Allez, on y va. La nature, parfois meurtrière et sans merci, fait généralement peu de cas des hommes comme des animaux. Tout est par terre. Il paraît que les canards aiment l'humidité. On avait une canne qui couvait dans le jardin. Pas sûr, en revanche, qu'ils aiment se retrouver sous un ouragan de la force de Maria qui a balayé l'île de la Dominique avec des vents de 320 km/h. Elle avait une couvée de 12 œufs. Heureusement, notre volatile a de quoi cancaner, puisque de ses œufs sont sortis de magnifiques canetons. Et les voilà. La vie reprend ses droits. Voici au Costa Rica une scène déchirante qui ferait fondre le plus endurci des cœurs. Un bébé paresseux, égaré sur la plage après une nuit de tempête, couine désespérément. Je vais te chercher un carton. Il veut attraper la caméra. Ce petit a eu de la chance. Il est conduit au refuge le plus proche, où il peut s'adonner à son activité favorite, paresser. Oh non! Il y en a deux autres. Dans l'Oregon, aux États-Unis, la fonte des glaces vient grossir la Grande Ronde, qui se change alors en un torrent impitoyable. Allez, sauve-toi! Non, non! Son débit est si fort qu'il emporte les imprudents. Comme ces cerfs de Virginie, juchés sur ce tapis roulant de glace, qui déboule à plus de 15 km/h. Ça va trop vite. Il n'arrive pas à sortir. Les témoins de la scène ont vu deux cerfs se mettre à l'abri. Quant au troisième, on ignore ce qu'il est devenu. Avec un peu de chance... Dans le Queensland, en Australie, ces toilettes hébergent un hôte qui pique et pas que les yeux. Je pense que nous avons un serpent brun arboricole coincé derrière la chasse d'eau. Mieux vaut ne pas chatouiller ce reptile, dont l'étreinte est mortelle pour ses proies, mais le venin faiblement toxique. Tout va bien, on fait connaissance. Après une petite frayeur et quelques négociations, l'affaire est dans le sac. Et le voilà au chaud. C'est fait. À Vladivostok, en Russie, où les températures tombent régulièrement en dessous de zéro, mieux vaut ne pas avoir la langue trop bien pendue quand on est un chien. Voici heureusement un passant compatissant. Gageons que la pauvre bête n'oubliera pas de sitôt cet écart de langage. Quand vient l'hiver, Scott Buss et Chuck Whitetail, deux amis en semi-retraite, se rendent invariablement dans la petite ville de montagne de McCall, dans l'Idaho, pour s'adonner à leur plus grande passion, la motoneige. C'est une sensation extraordinaire de dévaler les pentes de montagne en motoneige entre copains. On a de la place, des milliers d'hectares pour se faire plaisir. De la neige et encore de la neige. C'est ça. C'est un peu un coin secret. Un bout de nature intouchée, si on veut. Pour le secret, on repassera. Ouais, tu as raison. Le 17 décembre 2017, avant de partir pour une nouvelle excursion en motoneige, Scott et Chuck apprennent qu'un cheval s'est échappé dans le secteur. C'est donc sans grande surprise qu'au détour d'un coteau enneigé, ils rencontrent le dit cheval en piteux état, perdu dans la poudreuse. Regarde! Ça faisait un moment qu'il était là, sans eau ni nourriture. Il était à bout de force. Ça se lisait dans son regard. La seule solution pour le sortir de là, c'était de l'élitreuiller.
Seulement, des vents forts et une visibilité médiocre empêchent toute tentative de décollage pendant près d'une semaine. Pour éviter que le cheval déjà fort affaibli ne meure, Scott et Chuck se relaient pour lui apporter à manger à quelques 20 km de chez eux. C'est maintenant, Ron, il est coincé. Dès que mon regard s'est posé sur cette bête, j'ai senti un lien avec elle. Regarde, il est coincé. Il ressemblait beaucoup à un cheval que j'avais eu. Tout de suite, ça m'a touché encore plus. Il savait qu'on était là pour l'aider. Les soins prodigués par nos compères portent leurs fruits. Ils parviennent à le maintenir en vie et en forme suffisante pour attendre le beau temps et l'hélitreuillage. Ce jour-là, le temps n'était peut-être pas idéal pour faire décoller un hélicoptère, mais c'était le meilleur qu'on ait eu en 7 jours. Alors ce matin-là, à 6, on a préparé notre matériel et tout le nécessaire pour secourir le cheval. On avait en notre possession une perche sur laquelle on avait fixé la seringue de tranquillisant pour pouvoir l'atteindre à distance. Le sédatif ne l'a pas endormi complètement. Il l'a juste sonné. Il est bien là. On va le laisser tranquille. On lui laisse 20 minutes. Pour pouvoir mettre le cheval dans le harnais, chose qu'aucun d'entre nous n'avait jamais tenté, on a essayé avec nos pelles de ménager une sorte de plateforme sur laquelle on a déposé le harnais. Ensuite, on s'y est mis à plusieurs pour faire rouler le cheval qui était encore endormi sur le harnais. Il était absolument primordial de bien penser à attacher l'arrière de sa tête au harnais. Parce que, sous l'effet du sédatif, si sa tête retombait vers l'avant, il risquait de se bloquer les voies respiratoires. Il fallait donc maintenir sa tête en position horizontale. L'hélicoptère est arrivé sur zone et là on aurait dit qu'une tempête de neige se déclenchait sous l'effet du rotor de l'hélicoptère. Cela dit, je pense qu'aucun de nous ne sentait la neige lui battre le visage. L'adrénaline était plus forte. Un des gars a retiré son pull pour le mettre sur les yeux du cheval, pour éviter qu'il panique. On essayait de le rassurer. Je ne sais pas trop comment il aurait réagi en se retrouvant les 4 fers en l'air comme ça. On a fait signe au pilote et le cheval a décollé. Quand on l'a soulevé du sol, on s'est rendu compte qu'une de ses pattes arrière était prise dans les sangles. Il a donc fallu le reposer et dégager sa patte avant de le refaire décoller. Quand le cheval est sorti de là et s'est retrouvé dans les airs, on a tous sauté de joie. C'était formidable de le voir quitter enfin sa montagne. Je pense que ce jour restera gravé dans nos mémoires. Dix minutes plus tard, l'animal est déposé dans un refuge équin où on lui soignera ses engelures. Sans nous, il ne s'en serait probablement pas sorti. Aucun propriétaire ne venant le réclamer, Scott et Chuck décident de l'appeler Rayat. C'est bien, mon grand. Quelques jours plus tard, le cheval allait beaucoup mieux. Et aux dernières nouvelles, il se porte très bien. On n'est pas des héros, on aime juste la motoneige.
Et on est arrivé au bon endroit, au bon moment. Quand le froid pointe le bout de son nez, répandant ses menaces givrées, il peut semer le trouble dans nos vies bien rangées. La Grande-Bretagne, avec son climat doux et tempéré, n'a pas l'habitude du verglas. Et ça se voit. Cet homme souhaite simplement déposer sa poubelle en haut de son allée. Visiblement, ce jour-là, cela relève de l'exploit. On sent toute sa détresse. C'est l'illustration parfaite de l'expression « un pas en avant, deux pas en arrière ». En Norvège, proche de l'Arctique, cette jeune femme généreusement talonnée devrait pourtant savoir que ses chaussures ne sont pas adaptées au verglas. Ses souliers compensés font de cette légère déclivité la pente de tous les dangers. Par miracle, malgré ses allures de Bambi sur la glace, elle ne vient pas s'ajouter au rang des fashion victimes. En Russie, pays des hivers glacés, cet automobiliste progresse avec prudence dans des conditions dangereuses. Imaginez le choc quand il croise ce camion en folie. C'est un peu comme le bus. Vous attendez des heures qu'un camion en accordéon arrive et il en passe deux d'un coup. À Duluth, dans le Minnesota, les températures chutent facilement à moins 37 degrés Celsius. Les sentiers forestiers se changent alors en patinoire sauvage, idéal pour une promenade très sportive de nos amis les bêtes. Même s'il faut un certain savoir-faire pour négocier à toute allure les virages serrés et autres constructions humaines. Pourtant, malgré d'occasionnels accros, tout le monde s'en sort en un seul morceau. À première vue, ce monsieur originaire de Yakoutsk en Russie n'a pas l'air tout à fait sain d'esprit. Il se prépare à plonger dans une eau à moins 40 degrés Celsius, simplement vêtu d'un petit pagne en cuir. Sous le regard amusé de son camarade, Fiodor, il s'enfonce sous la calotte glaciaire pendant 25 longues secondes. Une telle plongée dans le froid et dans le noir a de quoi donner le cafard. Au sens propre, apparemment. Tout de suite, un chasseur d'ouragans affronte les pires tempêtes du monde pour nous protéger. Un ouragan de bonne taille développe une puissance supérieure à celle de 10 000 bombes nucléaires. Et dans les îles Fidji, un éducateur se débat contre une crue dévastatrice pour retourner auprès de ses orphelins. Les jeunes avaient besoin de mon aide. C'était un moment très dur pour eux. Tout à l'heure, nous avons vu qu'en septembre 2017, deux couples ont vécu la tempête la plus terrifiante de leur vie. Non, c'est pas vrai. Tout est détruit. J'étais totalement terrifiée. Je me suis dit que j'allais sans doute mourir. Irma, un ouragan de catégorie 5, vient en effet de frapper l'île caribéenne de Saint-Martin. Oh la vache! Punaise. Comme tu dis, C'est grave. on savait pas si on allait y passer ou si on allait s'en sortir. Pour nous, c'était la fin. Poursuivant sa trajectoire sur 1500 km à l'ouest, Irma se rapproche de Cuba et brise avec fracas le séjour de rêve de Yolanda Craig et Jamie Smith sur l'île de Cayo Santa Maria.
Il faisait beau, il faisait 30 degrés. On n'aurait jamais cru que quelque chose couvait. Un matin, on est descendu et on a trouvé une note à la réception disant qu'on allait être évacué dans la journée. Ils nous ont entassés dans des cars un peu comme ils pouvaient. En gros, prenez un bouquin et essayez d'apprécier le voyage. Ça a duré quelque chose comme 14 heures, je crois. Ouais, la journée a été longue. Quand une alerte ouragan est décrétée à Cuba, l'État prend tout en charge. C'est lui qui désigne l'hôtel le plus sûr. Yolanda et Jamie sont transférés à plus de 300 km à l'ouest, dans la station balnéaire de Varadero, censée échapper aux assauts de l'ouragan. Mais Irma en a décidé autrement. On a été confinés dans nos chambres pendant 72 heures, avec interdiction formelle d'en sortir. C'est à ce moment-là, je pense, qu'on a compris que c'était grave. Elle arrive. Elle est pas contente, Irma. L'ouragan s'est progressivement intensifié dans l'après-midi. Ce n'était pas du tout « surprise, me voilà ». Non, le temps s'est dégradé de plus en plus et le vent s'est renforcé. On s'est enfermé à clé dans la salle de bain. On essaie d'empêcher Irma de rentrer dans la salle de bain. Malheureusement, le loquet de la fenêtre de notre chambre ne fonctionnait pas. Elle s'est ouverte. On entendait les battants qui cognaient contre le cadre de fenêtre et qui s'ouvraient en grand. Au bout de 3/4 d'heure, il y a eu un grand fracas. La fenêtre s'est carrément arrachée du cadre. Quand la petite fenêtre s'est détachée, ça a créé un appel d'air dans la chambre et la baie vitrée s'est aussi arrachée. Elle a carrément explosé. On aurait dit qu'un train entrait dans C'était terrible. la chambre. C'était d'une telle violence. Je pense que la porte de la salle de bain était notre seul rempart contre tout ce vent. L'eau filtre de partout. J'ai les fesses trempées. Le vent cogne contre la porte de la salle de bain. C'est glauque. Il va me falloir des vacances pour me remettre de ces vacances. On est resté assis contre cette fameuse porte pendant 8 heures pour l'empêcher de s'ouvrir. Irma est le premier ouragan de catégorie 5 à atteindre les côtes cubaines en plus de 80 ans. En 72 heures, il a semé la dévastation sur l'île, endommageant sérieusement plus de 200 000 foyers et faisant au moins 10 morts. C'était impressionnant de voir ce qu'Irma avait fait le lendemain matin. Je crois qu'on ne s'attendait pas à de tels dégâts dans la chambre. Non. Fais attention. C'est ce que je fais. Personnellement, j'ai eu plus de mal à gérer l'après. On avait du mal à trouver de quoi manger, à trouver le sommeil, ou même de l'eau. On a fini par aller chercher des noix de coco sur la plage parce qu'on ne pouvait rien faire d'autre. Une telle puissance destructrice, c'est ahurissant. Pendant plusieurs jours, je suis restée angoissée, un peu sur la défensive. J'étais à l'affût de tout. 3 jours plus tard, Yolanda et Jamie regagnent la Grande-Bretagne. À 1500 km de là, à Saint-Martin, Ariana Zaya et Christian Hightower s'apprêtent à découvrir l'étendue des dégâts sur leur précieux voilier, Mischief. C'est totalement démoralisant. Même à mon pire ennemi, je souhaite pas de vivre un ouragan de catégorie 5. On aurait dit qu'une énorme bombe avait explosé. C'était une zone sinistrée, une zone de destruction. C'était très dur d'aller sur l'embarcadère où on avait amarré notre bateau. On ne le trouvait pas. On a regardé tout autour de nous et c'est là que j'ai vu 1,20 m de mât dépasser de l'eau. J'ai compris que mon bateau avait coulé. On n'avait plus de bateau. Il est perdu. Les pilotis en béton ont été arrachés.
Tout est détruit ici. Il y a des bateaux partout, dans tous les sens. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Quand on perd son bateau, c'est comme perdre un membre de sa famille. On a littéralement passé toutes nos journées et toutes nos nuits sur ce bateau pendant 8 mois et demi. C'est hallucinant. C'est une catastrophe. Il y a des débris partout. Partout. J'ai hâte qu'on parte d'ici. On s'est retrouvés tout seuls, sans nourriture, sans eau, sans électricité. C'était presque pire que l'ouragan en lui-même. À l'université de Saint-Martin, notre vlogueuse brésilienne Lorraine Mavromatis et son époux Davide vont eux aussi voir leur vie voler en éclats. 4 jours plus tard à peu près, on nous a dit qu'on pouvait aller dans notre appartement. Là, on va pouvoir retourner chez nous pour voir dans quel état c'est, s'il y a des dégâts. Je me languissais de voir ma maison parce que toute ma vie s'y trouvait. Mes souvenirs, mes affaires, je me demandais s'ils étaient toujours là. Dès qu'on est monté dans la voiture, j'ai eu un mauvais pressentiment. On est arrivé à notre immeuble, j'ai levé la tête, il n'y avait plus de murs, plus de fenêtres. En voyant ça, j'ai tout de suite compris. On avait tout perdu. On a tout perdu. Ça a été un des pires moments de ma vie. Pas tellement pour les choses matérielles, mais plus pour les souvenirs que j'avais perdus. Des choses qui ne s'achètent pas. Non, mais c'est pas vrai. Il n'y a plus rien. Tous mes souvenirs. Je ne reconnaissais même plus la maison. Il n'y avait plus de porte, plus de murs, plus rien. C'est fini. Notre rêve est mort. Tout est détruit. L'ouragan Irma laisse une île à peine habitable et des dégâts s'élevant à 3 milliards de dollars. Lorraine et Davide ont dû, comme Ariana et Christian, se résoudre à évacuer l'île dans un avion militaire affrété spécialement. En l'espace de 12 jours, un des ouragans les plus puissants jamais enregistrés a semé dans son sillage la plus grande désolation dans toutes les Caraïbes et jusqu'au sud-est des États-Unis. 44 personnes sont mortes et des millions d'autres ont souffert. Je retiens une chose de cette expérience, c'est qu'il faut apprécier le moment présent. Amasser les souvenirs et pas les objets, parce qu'en une fraction de seconde, on peut tout perdre. Éloignez-vous des fenêtres! Les ouragans sont sans conteste les catastrophes naturelles les plus violentes et meurtrières de la planète. Les plus puissants, les ouragans de catégorie 5, peuvent générer des vents de plus de 320 km/h et déverser quelques 10 000 milliards de litres de précipitations en une seule journée pour un résultat absolument dévastateur. Il existe un expert qui dispose d'une vue imprenable sur ces phénomènes, Jack Parrish, basé à Lakeland en Floride. Je suis entré dans le métier en 1980 et ce qui m'a toujours fasciné, c'est tout simplement l'ampleur de ces créatures extraordinaires. Dans toute sa durée de vie, un ouragan de bonne taille développe une puissance supérieure à celle de 10 000 bombes nucléaires. Membre des chasseurs d'ouragans de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, Jack a pour mission de voler dans l'œil des cyclones au nom de la science. Nos principes de vol sont de maintenir l'avion le plus bas possible dans les zones les plus venteuses, en effectuant plusieurs passages au centre. Dans les zones les plus agitées des cyclones, il nous arrive d'être tellement malmenés qu'on est obligé de déclarer forfait. On estime que l'avion ne peut pas en encaisser plus. Ça peut être très violent sur de courtes périodes. Les turbopropulseurs Lockheed de nos chasseurs d'ouragans, baptisés affectueusement Kermit et Miss Peggy,
sont de véritables laboratoires volants. À l'aide de radars, de sondes et d'une armada d'outils technologiques des plus perfectionnés, ils mesurent la taille, la puissance et la direction des ouragans, pour notre bien-être évidemment. Notre principale mission, c'est la protection des biens et des personnes. On doit évacuer les individus particulièrement mal placés le plus tôt possible pour une meilleure efficacité. On a bien progressé sur l'estimation de la direction d'un ouragan. On s'efforce évidemment d'affiner la prévision de sa puissance à 4 ou 5 jours. C'est très important, parce que si on annonce un catégorie 4 aux gens et qu'il s'avère finalement que c'est un catégorie 1, la prochaine fois, ils ne nous écouteront pas. Pour Jack, la saison cyclonique en Atlantique se déroule entre juin et novembre. Pourtant, les 38 années d'expérience de notre chasseur d'ouragans ne l'ont pas préparé au phénomène de 2017. Lors d'une saison cyclonique classique, seulement 1 ou 2 cyclones prennent des proportions hors du commun. Les chiffres de l'année 2017 ont été exceptionnels. On a eu 10 ouragans d'affilée qui se sont transformés en ouragans. 10 d'affilée. Et au moins 4 d'entre eux ont atteint le stade maximal sur l'échelle de mesure. Le fait qu'ils frappent des zones côtières très peuplées, c'est aussi assez rare. Les ouragans ont peut-être mauvaise presse, mais ils ont quand même leur utilité. Sans eux, la planète serait bien plus hostile. La circulation atmosphérique permet à la Terre d'être viable. Les ouragans régulent la chaleur. Ils réduisent les températures au niveau de l'équateur, rendant ainsi cette région plus hospitalière. Puis, ils déplacent l'air chaud dans des zones qui en ont besoin, les régions froides. Ils sont très précieux pour la planète, mais parfois leur action n'est pas sans dommage. Un des principaux dangers en cas d'ouragan, ce sont les ondes de tempête, des flots d'eau de mer charriés par le vent qui peuvent entrer jusqu'à 50 km à l'intérieur des terres. En 2012, l'ouragan Sandy frappe la côte est des États-Unis autour de New York. Des vents de plus de 160 km/h gonflent les marées d'environ 20% par rapport à la normale, mettant à mal de coquettes cités côtières. Les constructions de briques ne peuvent rien contre une mer boostée à l'ouragan. En 2018, une tempête hivernale déverse sa rage contre Porto Rico. Avec une mer pesant 1 tonne par mètre cube, nul ne peut résister à sa puissance. Cet homme parvient à s'accrocher in extremis et à éviter le ressac tant redouté de cet océan sans merci. Quand en 2018 un cyclone de type bombe frappe l'Amérique du Nord, cet homme de la région de Boston s'aventure en toute inconscience pour filmer le déferlement des vagues. Non seulement il risque à tout moment de se blesser en esquivant ces vagues géantes, mais en plus, les blocs de glace qu'elle charrie l'exposent à une hypothermie certaine. Il s'en sort quand même, contrairement à la petite localité de Marblehead, qui n'a pas été épargnée par la crue. Les ondes de tempête ne sont pas un phénomène exclusivement marin. Le lac macédonien d'Ochrid, d'ordinaire calme, se déchaîne suite à une violente tempête. Les propriétaires de ce restaurant regardent impuissants leur établissement se changer en piscine. Une des ondes de tempête les plus marquantes de l'histoire est survenue avec l'ouragan Katrina. Il y a de l'eau jusqu'à la poignée de la porte. Avec une hauteur impressionnante de 8,50 m, elle a ravagé la Nouvelle-Orléans à 80%, forcé plus d'1 million d'habitants de la côte du Golfe à l'exil et généré pour plus de 150 milliards de dollars de dégâts. Ça déboule. Oh, c'est un arbre de mon jardin, ça. Sans surprise, c'est la plus grosse catastrophe urbaine de l'histoire des États-Unis.
Sur les splendides îles Fidji, dans le Pacifique Sud, Wame Boselawa est un citoyen respecté de la ville de Ba. À 40 ans, il dirige un petit orphelinat qui redonne aux jeunes garçons qui l'abritent un nouvel espoir. Je travaille comme surveillant d'établissement. J'ai 21 garçons dans mon orphelinat. Le plus jeune a 7 ans et le plus âgé 18. J'ai actuellement 5 Fidjiens et les autres sont tous indiens. Seulement le 1er avril 2018, la belle harmonie de Wame est brusquement gâchée. En effet, le cyclone Josie s'invite sans prévenir. Tempête de catégorie 1, la plus grosse menace ne vient pas du vent, mais des pluies torrentielles. Ce qui a changé avec le cyclone Josie par rapport aux autres cyclones qu'on a pu voir aux Fidji, c'est l'annonce à la radio. On ne nous avait pas dit que Josie allait frapper les Fidji. Du coup, on n'était pas préparé. La crue a été très rapide et beaucoup de gens ont perdu leur maison. En 48 heures, les précipitations dépassent 20 cm. Au moment où la tempête éclate, Wame assiste à la messe de Pâques dans une église en périphérie de la ville. Oh là là! En quelques heures, la montée des eaux lui barre la route du retour vers l'orphelinat. Je revenais de la messe du dimanche de Pâques quand j'ai été stoppé par les inondations. Ça m'a fait quelque chose. C'était la première fois que je voyais de telles inondations à Ba. J'espérais que l'eau finirait par baisser. Mais au contraire, elle a continué à monter entre 11h30 et 15h, quand la police est venue à mon secours. Il n'y avait qu'un bateau de la police en service ce jour-là. Un seul Zodiac en fibre de verre de 6,50 m pour venir chercher les gens chez eux ou les récupérer sur les toits. Les gens n'étaient pas préparés à de telles pluies. Il y avait des types perchés sur le toit d'un abribus qui nous faisaient des signes. Ils appelaient à l'aide. Personne ne pouvait s'imaginer que la crue serait si importante. Beaucoup de gens ont été traumatisés. Moi, j'étais sous le choc. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Je ne pensais qu'à mes garçons à l'orphelinat. Il fallait que je les rejoigne. Les jeunes avaient besoin de mon aide. C'était un moment très dur pour eux. Il fallait que je sois à leur côté. La crue se rapprochait. Ça a été un moment vraiment terrifiant. Malheureusement pour Wame, il ne peut franchir la rivière Ba pour rallier l'orphelinat, car elle est déjà trop grosse et son débit trop puissant. Comme 2000 autres insulaires, il est contraint de se réfugier pour la nuit dans un centre réquisitionné. Je n'ai pas très bien dormi. Je me tracassais pour les jeunes de l'orphelinat. Ça a été un moment difficile. Le débit de l'eau s'est un peu calmé. J'ai essayé de me rendormir. Puis je me suis réveillé pour regarder à nouveau. Le niveau de l'eau était presque redescendu. Vers 4 heures, je me suis levé et on voyait la route. J'ai pu me rendre à pied là où j'avais garé la voiture. Ensuite, j'ai roulé jusqu'à l'orphelinat. Par chance, il est construit sur une hauteur. Les inondations n'ont rien détruit. Malheureusement, malgré le faible niveau de Josie sur l'échelle des cyclones, 4 personnes y ont laissé la vie, emportées par la crue. La catastrophe a aussi noyé les récoltes, les animaux domestiques et le bétail. C'est la pire inondation que la ville de Ba ait connue.
J'ai une pensée pour les pauvres gens qui vivaient en partie basse de la ville. Leurs affaires ont été emportées par les inondations. Ils ont presque tout perdu pendant la crue. Les dégâts ont été absolument considérables. C'était terrible, terrible. Parfois, malgré nos plus beaux efforts pour nous mettre en valeur, Dame Nature a une fâcheuse tendance à gâcher la fête. À Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud, ce vacancier souhaitait simplement se prendre en photo devant un joli fond de déferlante. Mais Neptune en a décidé autrement. Il s'incruste dans le champ avec un beau panache d'écume. À Penza, en Russie, apparemment, quand de fortes précipitations ont saturé la terre en eau, les fermiers adorent se mettre au défi de réaliser la montée impossible en tracteur et en marche arrière. Il semblerait que cet ancêtre soit bon pour la casse. D'ailleurs, aidé par la gravité, il s'y rend tout de suite. Le conducteur a frôlé la réincarnation en compression de César. Ce qui n'aime pas outre mesure ses camarades. À Hawaï, ce couple de surfeurs synchronisés se sent frais et en confiance. Ils se lancent d'ailleurs dans un numéro d'équilibriste assez périlleux. Le souci, c'est que plus on s'élève, plus dure est la chute. Et plus nos dents de devant s'en souviennent. Ce Canadien n'a visiblement pas l'esprit le plus affûté de la région. Il se lance pourtant dans une expérience scientifique visant à établir le point de rupture d'un promontoire de glace. Bizarrement, il ne suffit pas de sauter dessus à pieds joints comme un énervé en couche-culotte. Pas de problème, notre cerveau a de la ressource. Il peut désormais se vanter d'avoir fait une découverte fracassante. Dans cet épisode, nous avons vu la puissance incroyable de Dame Nature. Nous avons vu à quel point nous étions vulnérables. Nous l'avons vu démolir, détruire et nous rire au nez. Vous en verrez encore plus dans le prochain épisode, parce que personne ne peut arrêter la nature meurtrière.